Rebonsoir. On ouvre donc cette session sur les anticancéreux en phase précoce de développement et d'évaluation. Et donc, je suis entouré de Stéphane Champia et de Capucine Baldini. On va donner la priorité à Capucine qui nous parle des TKI. Exactement, merci Karim. Donc, je vais vous parler, et Stéphane fera l'immunothérapie, et moi je vais plus vous parler des nouveautés de cet ASCO 2021 en termes de thérapie ciblée. Alors, l'ASCO 2021 a été marqué par la confirmation de plusieurs cibles thérapeutiques. Donc, j'ai sélectionné plusieurs oral abstract sessions concernant différentes molécules qui confirment en fait les résultats, notamment pour les RET inhibiteurs dont on vous a sûrement parlé sur le poumon, qui confirmait en termes de success story avec cette molécule qui est le troisième inhibiteur sélectif de RET qui a été présenté, qui est le BOS 172 738 et qui donc a présenté les résultats dans les poumons, RET fusion et également les carcinomes médulaires de la thyroïde avec mutation de RET. Donc RET, c'est une cible qui est impliquée dans le cancer par deux biais, les fusions, notamment dans les cancers du poumon qui représentent à peu près 2%, et également dans les carcinomes de la thyroïde papillaire, un peu plus de l'ordre de 10 à 20%. Le deuxième mécanisme d'activation, ce sont les mutations de RET, et notamment les carcinomes médulaires de la thyroïde qui sont connus maintenant depuis plusieurs années, avec des taux d'incidence extrêmement élevés, notamment dans les carcinomes héréditaires. Donc aujourd'hui, les inhibiteurs de RET ont été développés une première phase de développement a eu lieu avec les inhibiteurs de RET multi-kinases, qui sont notamment le cabozantinib, le vandetanib et le lenvatinib. Et puis plus récemment, plusieurs inhibiteurs de RET sélectifs ont été développés, notamment la phase 1 ARO qui a été présentée avec le Blue 667 et le petit nouveau qui est le zétélétinib, dont les auteurs Patrick Chowsky a présenté les résultats. Donc le profil de tolérance était relativement supportable, avec principalement des élévations de CPK qui étaient strictement asymptomatiques, puisqu'on a expérimenté la molécule ici en phase 1, et également des toxicités hématologiques avec des neutropénies, donc un profil de toxicité qui est un petit peu différent des autres inhibiteurs de RET, avec très peu d'hypertension et très peu d'élévation des enzymes hépatiques. En termes d'efficacité, sur un nombre relativement faible de patients par rapport aux autres phases 1, j'insiste sur ce fait, des taux de réponse intéressants sur ces waterfall plots. Vous voyez 30% de taux de réponse dans le poumon et 44% dans les carcinomes médulaires de la thyroïde, avec également un taux important de maladies contrôlées, de maladies stables. En termes de durée de réponse, donc une médiane qui n'est pas atteinte, mais des durées de réponse qui semblent assez longues, et également un bénéfice de cette molécule au niveau cérébral et une efficacité intracérébrale comme les autres inhibiteurs sélectifs de RET. Donc l'étude est actuellement en cours sur sa phase d'extension et il sera particulièrement intéressant de regarder chez les patients pré-traités par inhibiteurs de RET les résultats en termes d'efficacité. Juste peut-être une petite question. Par rapport aux autres inhibiteurs de RET déjà disponibles ou déjà développés, tu as l'impression d'une efficacité plus marquée ou plus longue ? Alors là, c'était effectivement l'escalade de dose, donc le nombre de patients était relativement faible. Les taux de réponse dans les autres inhibiteurs de RET sont pour l'instant plus importants, mais encore une fois, le nombre de patients était différent. Et sur les durées de réponse, en fait, les données ne sont pas matures pour l'instant, donc on peut pas véritablement porter une conclusion, mais ce sera évidemment un enjeu de savoir comment ce RET inhibiteur va se positionner par rapport aux autres qui ont déjà un FDA approval. La deuxième présentation que j'ai sélectionnée, c'est le zénocutuzumab. Donc le zénocutuzumab est une molécule intéressante parce qu'elle cible en fait une fusion qui est connue, mais en tout cas qui a de plus en plus d'importance, c'est la fusion NRG1. Donc NRG1 est un ligand qui se fixe à HER3 et qui favorise l'hétérodimérisation d'HER2, HER3 et qui donc active la voie PI3-AKT-mTOR. Aujourd'hui, c'est des tumeurs, vous voyez là sur les fréquences, qui sont extrêmement rares, 0,2% des tumeurs dans tous les tubes tumoraux, avec un enrichissement notamment dans les cancers du pancréas,
KRAS wild-type chez les sujets jeunes et les patients atteints de carcinome bronchique de type mucineux. On observe donc une augmentation de l'incidence de ces fusions. Donc, le programme Energé1, le zenocutuzumab, c'est un inhibiteur, un anticorps bispécifique qui cible à la fois HER2 et HER3. Donc, cette étude dont les résultats ont été présentés, c'est les résultats de la phase 1 et également des patients qui ont eu accès dans le cadre d'un Early Access Programme à la molécule aux États-Unis, qui s'adressait donc à ces patients atteints de fusion Energé1 déterminés en RNA-seq. Donc les résultats sont assez impressionnants, comme vous pouvez le voir, avec un taux de réponse sur l'ensemble des tumeurs à 29%, mais dans les carcinomes du pancréas, 42% et 25% dans les adénocarcinomes bronchiques, dans les carcinomes non à petites cellules, sachant que dans cette cohorte de patients poumons, les patients avaient reçu de l'afatinib dans 28% des cas, donc des patients déjà lourdement pré-traités, qui rend évidemment ces résultats intéressants. Taux de réponse et durée de réponse également intéressante, puisque vous le voyez sur ce plot, 19 patients sur 47 avec cette fusion ont continué sous traitement au moment du cut-off. En termes de tolérance, une molécule plutôt très bien tolérée, avec principalement une asthénie, également un profil de toxicité digestive, avec diarrhée et également nausée. Plutôt des effets secondaires de grade 1-2 comme vous pouvez le voir et pas de toxicité sévère gastro-intestinale et également pas de cardiotoxicité sur cette cible HER2, HER3. Un petit mot sur un essai que je trouve assez prometteur, qui est le MasterKey. En fait, c'est une des autres cibles qui a été mise à l'honneur à l'ASCO, c'est vraiment cette voie HER. Et donc, il y a cette étude avec le BTDX 189, qui est un inhibiteur sélectif et irréversible d'EGFR et d'HER2, qui a été testé donc en escalade de dose, et je vais vous montrer rapidement les résultats, et ensuite avec des cohortes de patients, notamment des patients atteints de cancer bronchique, avec une insertion de l'exon 20 qui était pré-traité. Donc ça, c'est les résultats de la phase d'escalade de dose à la dose qui a été considérée comme recommandée pour la phase 2. Et vous voyez quand même des réponses partielles chez ces patients lourdement pré-traités. Donc la phase d'extension est en cours et probablement un médicament sur lequel il faudra compter. Super, merci beaucoup. Stéphane, tu nous parles des immunothérapies ? Avec plaisir. Donc, cette année, en 2021, c'est un peu l'année des vaccins, après l'année du Covid en 2020. Et j'ai voulu sélectionner cette première présentation, qui est une présentation d'association de 3 immunothérapies, dont un vaccin anti-HPV dans les tumeurs HPV positives. Tout à l'heure, je crois qu'Alexandra Léry vous a parlé du TGF-bêta qui joue un rôle important dans les cancers du col HPV positif. Et effectivement, le bintrafusp, qui est un anti-PDL1 TGF-bêta, dans cette étude, est combiné avec une interleukine 12, qui est une cytokine qui permet de favoriser la présentation antigénique par les cellules présentatrices antigènes, et de potentialiser un vaccin, qui est un vaccin anti-HPV-16, et qui lui est administré en concomitant, donc une triplette dans des tumeurs HPV positives. Il faut savoir que les données de taux de réponse dans les tumeurs HPV positives des anti-PD1 seuls, c'est entre 15 et 20%. Qu'on a déjà une étude d'association avec un vaccin qui a d'ailleurs été présentée au CIASCO où le taux de réponse est plutôt proche de 30%. Et le bintrafusp, l'anti-PDL1 TGF-bêta, donne des taux de réponse environ de 30% chez les tumeurs PDL1, PD1 naïves ou chez des tumeurs réfractaires aux anti-PD1 plutôt de 10%. Donc on voit que c'est intéressant mais qu'il y a une marge d'amélioration, d'où l'intérêt de cette étude qui portait sur une vingtaine de malades, 25 patients. En termes de tolérance, on retrouve des effets secondaires qui sont plutôt hématologique, avec dans cette étude des grades 3 qui étaient en rapport avec des hématuries chez les patientes cancer du col opérées préalablement traitées par radiothérapie. D'autres effets secondaires qui sont plutôt inflammatoires type fièvre, mais en l'occurrence essentiellement hématologiques. En termes de résultats, donc chez 25 patients, différents types de cancers HPV, on voit qu'il y a des réponses dans cette triplette avec des tumeurs, que ce soit ORL, canal anal, vulve ou cancer du col. Et ce qui est particulièrement intéressant, même si c'est peu de patients, c'est que le taux de réponse est autour de 50%. Il est particulièrement intéressant à la fois chez les tumeurs PDL1 ou PD1 non préexposés, donc PD1 naïf, à 80%, et y compris chez les PD1 réfractaires, 40%. On a vu tout à l'heure qu'on tournait plutôt autour de 10% avec le bintrafusp seul. Donc des résultats très préliminaires, mais prometteurs. La durabilité, évidemment, n'est pas
bien connu pour l'instant, mais on voit que sur le schéma à gauche qu'il y a des réponses qui dépassent 6 mois sans problème chez les patients répondeurs. Deuxième étude d'intérêt qu'on connaît un petit peu, c'est les bispécifiques. Je voulais vous présenter ces résultats de la MG757 qui maintenant a un nom qui s'appelle le tarlatamab. C'est un anticorps bispécifique CD3-DLL3, c'est-à-dire qu'avec sa valence CD3, il va activer les lymphocytes et il va activer ces lymphocytes en particulier à proximité des cellules tumorales des cancers bronchiques à petites cellules qui expriment le DLL3. Et c'est une administration intraveineuse tous les 15 jours. Donc un médicament qui va activer les lymphocytes T spécifiquement au contact des cellules tumorales. En termes d'effets secondaires, ce qu'on craint avec ces médicaments, c'est ce qu'on appelle les syndromes de relargage cytokinique, les CRS, qui sont liés à un emballement des cytokines. Dans cette étude, on voit que ces CRS sont autour de 40%, tous grades confondus, mais finalement, il y a très peu de grades 3, 4, que 2% sur 60 malades de traités, 66 précisément, et qu'essentiellement, ces CRS, c'est de la fièvre et des frissons, donc une tolérance qui est relativement acceptable pour ce type de thérapeutique activatrice des lymphocytes T. Les taux de réponse obtenus dans ces cancers bronchiques à petites cellules, avec 64 patients évaluables, sont de 40%. Je ne dis pas de bêtises, il est où le chiffre? Il est par là, voilà. Avec des réponses qui... Pardon, 40%, je dis bêtises, 20%, avec des taux de réponse qui approchent 30% dans les doses cibles pour la dose recommandée en phase 2. Une médiane de durée des réponses qui est autour de 8,7 mois, mais c'est sur tous les paliers de dose. Et on remarque notamment que plusieurs patients reçoivent le traitement depuis plus d'1 an, donc dans des tumeurs effectivement qui ont été préexposées ou non d'ailleurs aux anti-PD1, mais qui ont forcément reçu de la chimiothérapie en première ligne. Et avec ce médicament au nom de Boeing, enfin initialement, on confirme avec plus de suivi l'absence ou la rareté de la neuropathie comme toxicité dans le CRS? Alors effectivement, on connaît les toxicités neurologiques des CAR-T. Avec ces bispécifiques, la toxicité neurologique semble survenir chez certains patients. On commence à avoir un peu plus de recul. Ce n'est pas du tout la même cinétique. Et ce n'est pas des toxicités qui nécessitent la mise en place d'anti-L6. C'est surtout des patients qui sont pris en charge avec des corticoïdes, avec une récupération de cette toxicité. Et effectivement, 66 patients, on a, je ne sais pas s'ils avaient donné le chiffre pour l'instant, mais ils signalaient quelques cas. Je pense qu'on est autour de 10% des patients qui vont faire ce type de... Rien de majeur, quoi. OK. Troisième étude, qui est une étude de thérapie cellulaire et qui concerne le mélanome avec l'utilisation des lymphocytes infiltrant les tumeurs chez les tumeurs mélanome réfractaires aux anti-PD1. Donc, dans le mélanome, on va dire que post-PD1, il y a un taux de réponse de la chimiothérapie qui est autour de 4 à 10%, avec des médianes de réponse qui sont courtes, à 8 mois. Et cette étude utilise des thérapies, donc en thérapie cellulaire, des lymphocytes infiltrant la tumeur dans le cadre d'une phase 2. Et c'est une update par rapport à un suivi de 33 mois. Donc les TIL, on va chercher la tumeur, on la résèque, on récupère les lymphocytes infiltrant cette tumeur, on les amplifie. On fait en parallèle aux patients une chimiothérapie pour essayer de dépléter les T régulateurs ou les cellules immunosuppressives et on réinfuse ces lymphocytes chez le patient et c'est associé à de l'IL-2 en administration pour essayer de booster cette thérapie cellulaire. C'est important de garder en tête que ces patients reçoivent de l'IL-2. L'interleukine 2 chez des patients en mélanome, en règle générale, c'est autour de 10% de taux de réponse. Dans cette étude, donc, dans cette sous-partie de l'étude qui concernait les patients réfractaires aux anti-PD1, donc anti-PD1, PDL1 pré-traités, qui progressaient post-PD1, PDL1, qui avaient pour la moitié d'entre eux reçu une combinaison PD1 CTLA4, 80% avaient également reçu l'anti-CTLA4. On voit que, pour le coup, la toxicité est essentiellement précoce, essentiellement probablement liée à l'interleukine 2, donc c'est des syndromes fébriles, hypotension, syndrome grippaux. Donc on connaît déjà avec ces types de cytokines. Et en termes de réponse, un taux de réponse à 36%, qui est plutôt intéressant par rapport au taux de réponse qu'on a habituellement, que ce soit avec la chimiothérapie, chez des patients que je vous rappelle, ils sont réfractaires aux anti-PD1, PDL1. Et ce qui était intéressant dans l'analyse des différents sous-groupes, c'était que si la durée d'anti-PDL1 préalable était plus courte, on avait une meilleure réponse en termes de durabilité. Donc ça suggère que ce type de thérapeutique devrait être administré plus précocement et de ne pas attendre forcément que les patients aient reçu longtemps d'anti-PD1 ou anti-PDL1.
Et puis dernière présentation que j'ai gardée, c'est sur les cytokines, en particulier la cytokine interleukine 15. L'interleukine 15, c'est un cousin de l'interleukine 2, mais qui a l'intérêt de ne stimuler que les lymphocytes T et les NK, et a priori d'épargner la stimulation des T régulateurs, ce qui est un problème avec les IL-2. Et un design intéressant, donc une phase 2, petite phase 2, qui s'adressait aux patients qui étaient résistants secondaires, donc qui avaient progressé après une stabilité, une réponse partielle, sous anti-PD1, PDL1, et qui recevaient à la progression cette interleukine 15 associée au même anti-checkpoint qu'ils avaient reçu préalablement. Une étude qui montre que la tolérance de cette IEL15 est probablement un peu meilleure que l'interleukine 2. Alors on est sur peu de patients, il y avait plusieurs patients dans le groupe, mais en tout cas la tolérance c'était essentiellement des syndromes fébriles, il n'y avait pas d'hypotension ou pas de syndrome de fuite capillaire, et des taux de réponse qui ne sont pas forcément aussi importants qu'avec l'éthyle tout à l'heure, mais qui montrent par exemple que dans le poumon réfractaire secondaire aux anti-PD1, on avait 16% de réponses partielles et des réponses, notamment dans le col, qui étaient tout à fait intéressantes. Donc on le voit cette année, des stratégies qui mettent à l'honneur les vaccins, qui mettent à l'honneur ces bispécifiques, et puis le rôle des cytokines peut-être pour adresser les résistances secondaires aux immunothérapies. Merci beaucoup Stéphane. Avez-vous des questions concernant soit la partie immunothérapie, soit la partie thérapie ciblée de ces médicaments en développement précoce? N'hésitez pas à lever la main. Et Christine se fera un plaisir de vous donner le micro. Non? Une question de l'un à l'autre? Question piège? Non? Trop gentil. Bon, et ben alors on va rendre l'antenne, ou presque, mais pas tout à fait non plus, puisqu'on fait une pause de quelques minutes et on revient avec les tumeurs cutanées. À tout de suite. Et merci à tous les deux. Merci.